Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à ce commentaire médiatique avec une histoire incroyable en direct devant la prison de Ham. Melita vit avec ses parents à Meschede. Elle a 7 frères et sœurs et fréquente la 4e classe de l'école primaire à Eslohe-Reist en Allemagne. Les enseignants de cette école l'ont toujours félicitée pour son comportement positif étonnant. Mais lorsque l'éducation sexuelle a été introduite à son école primaire, Melita quitte la salle de classe parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Son comportement est tout à fait compréhensible, comme le montrent d'ailleurs les derniers incidents de Borken en Allemagne, où le 27 juin 2013, 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Melita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Compte tenu du fait que les écoles allemandes proposent des cours alternatifs pour les enfants sans confession religieuse et que de nombreuses écoles proposent même des cours islamiques pour des élèves musulmans, tout cela au nom de la tolérance. Cette démarche intolérante ordonnée par la loi n'est pas compréhensible. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Melita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Melita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. À présent, nous voilà, mesdames et messieurs, en attente devant la prison. Non pas pour accueillir un meurtrier ou un violeur, mais Eugène M., un père de famille, qui est préoccupé par le bien-être de ses enfants et qui a accepté même d'aller en prison pour cela. Malheureusement, nous ne parlons pas d'un cas particulier, car dans le passé récent, plusieurs parents qui voulaient protéger leurs enfants de ces cours ont déjà été emprisonnés. Déjà, en 2010, l'édition COP a rapporté plusieurs cas où les pères et les mères ont été emprisonnés pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants aux cours d'éducation sexuelle. Dans les masses médias, on n'a pratiquement rien entendu au sujet de ces cas choquants, ce qui doit d'autant plus nous obliger à dévoiler au public ces situations désastreuses. Si nous ne cessons pas de cataloguer comme immatures des parents inquiets, et si nous leur enlevons tout pouvoir de décision sur leurs enfants, alors nous ne devrons pas être surpris que le taux de natalité continue à baisser rapidement et que les familles nombreuses qui forment les piliers d'un pays sain quitteront notre pays. Ce serait notre perte totale. Nous espérons maintenant que Eugène M., après sa mise en liberté, voudra bien répondre à quelques questions. Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wir brauchen Liebe und kein Sex. Wir brauchen Liebe und kein Sex. Wir brauchen Liebe und keine Zwangserziehung. Vous avez participé à cette manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement? Eh bien, je trouve quand même intéressant qu'un père soit condamné parce qu'il sort son enfant d'un cours où on travaille avec du matériel pornographique. Par ailleurs, il existe des lois qui protègent les enfants s'ils entrent en contact avec du matériel pornographique. C'est répréhensible. Et maintenant, ce père protège son enfant contre cela et il atterrit en prison. C'est absurde. J'aimerais bien savoir ce qui fait de telles choses. Je veux savoir quel juge prononce de tels jugements. Je voudrais savoir qui c'est ce juge, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il cherche là, parce que quelque chose n'est pas juste dans ce système. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Oui, je veux montrer ma solidarité aux parents parce que je sais, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants, que les enfants souffrent beaucoup, avant tout les enfants de l'école primaire. Ces cours sexuels, pornographiques, c'est-à-dire les cours d'éducation sexuelle, on ne peut pas l'appeler autrement. J'ai aussi vu ce matériel, ce sont des enseignements porno.
et les enfants souffrent et ils sont dépassés par cela. Et ils n'osent pas s'exprimer par rapport à cela dans la classe. Ils y sont forcés. Une fillette m'a dit « Tout est si terrible ». Et on pouvait le lire sur son visage. Et elle a dit « Et le pire, c'est que nous devons apprendre par cœur toutes ces choses terribles. » Et les enfants n'osent rien dire sous cette pression, la plupart. Et beaucoup n'osent pas en parler à la maison. Et à un certain moment, les parents remarquent, s'ils sont attentifs, que leurs enfants ont changé. Tout le monde a entendu parler des droits de l'homme, on sait ce que c'est. On a également entendu parler du droit à la santé. C'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit. Ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire. » La priorité, c'est pas le chômage, c'est pas la guerre, c'est pas l'horreur et l'enfer qui s'avancent, non, c'est le fait de pouvoir ou non octroyer des droits sexuels. À qui, au fait? Ah bien, à tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Je crois que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Mme Najat Vallaud-Belkacem a prétendu il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Donc il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ces droits sexuels vont-ils être accordés? Eh bien, à tout le monde, y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Et oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. Donc on va s'en séparer.
Je rappelle, pour mémoire, qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans partenaire. Il faut être deux a priori. Donc, faire valoir des droits sexuels, ça donne des droits sur autrui. Sinon, je ne vois pas comment on peut appeler ça un droit. Toutes les civilisations du monde ont édicté des normes qui s'opposent à ces droits. C'est l'ouverture d'un droit au viol, à l'exhibitionnisme et à la perversité. Il est dit que les États doivent prendre des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains, comme les parents, les églises ou les associations. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?